Pour tenter de trouver une solution pacifique à la crise, les chefs de la diplomatie russe et américaine se retrouvent aujourd'hui à Paris pour la première fois depuis la prise de contrôle russe sur la Crimée ce week-end. Sergueï Lavrov sera présent, ainsi que John Kerry, mais aussi le ministre britannique des Affaires étrangères, William Hague, ou le français, Laurent Fabius. Le président français, François Hollande, a évoqué une situation exceptionnelle et des mesures à prendre en conséquence. Nous nous retrouvons au moment où, en Ukraine, se produisent des événements d'une gravité exceptionnelle, qui rappellent un temps que l'on croyait révolu, celui des ingérences, des interventions et des démonstrations militaires. La Russie, dans un contexte que l'on sait difficile, a pris le risque d'une escalade dangereuse. Le rôle de la France, avec l'Europe, dans ces circonstances, c'est d'exercer toute la pression nécessaire, y compris le recours éventuel à des sanctions pour imposer la voie du dialogue et rechercher une issue politique à la crise. Barack Obama s'est par ailleurs entretenu par téléphone avec Angela Merkel. La chancelière allemande, qui a noué d'étroits liens diplomatiques et économiques avec la Russie, aurait, selon le président américain, un rôle important à jouer pour faciliter le dialogue et tenter d'amorcer la désescalade. De son côté, Vladimir Poutine maintient qu'il n'y a pas de troupes russes en Ukraine, mais se réserve le droit d'en envoyer pour protéger les citoyens russes qui sont nombreux en Crimée. Washington l'accuse de son côté de chercher un prétexte pour envahir le pays. Cécile Galluccio, Inès Olagaray. C'est la réponse du berger à la bergère. En déplacement dans une école de Washington, le président Obama n'a pas mâché ses mots envers son homologue russe. Il y a de fortes convictions qui font penser que la Russie viole le droit international. Le président Poutine semble avoir un groupe d'avocats qui en font une interprétation différente, mais il ne trompe personne. Le président américain a également brandi la menace de mesures économiques et diplomatiques. Et c'est par la voix de son secrétaire d'État américain, en déplacement à Kiev, que Barack Obama a mis en garde la Russie d'un risque d'isolement. Si la Russie ne choisit pas de calmer le jeu, si elle n'est pas prête à travailler avec le gouvernement ukrainien, comme nous espérons qu'elle le fera, alors nos partenaires n'auront pas d'autre choix que de nous rejoindre et continuer à prendre les mesures nécessaires pour isoler la Russie politiquement, diplomatiquement et économiquement. Washington a déjà suspendu tous ses liens militaires avec Moscou, des sanctions auxquelles s'attendait le président russe. Un peu plus tôt mardi, il est sorti de son silence et a mis en garde la communauté internationale. Ceux qui réfléchissent à imposer des sanctions devraient peser les conséquences. Si vous nous faites du mal, vous souffrirez des répercussions. Au sujet des militaires sans insigne déployés en Crimée, Vladimir Poutine affirme qu'il s'agit de forces locales d'autodéfense et non pas de soldats russes. Il souligne aussi que Moscou dispose de soldats dans la péninsule et qu'il se réserve le droit de recourir à toutes les options si l'est de l'Ukraine bascule dans l'anarchie, y compris une intervention militaire. Ksenia Bolchakova, bonjour, vous êtes notre correspondante à Moscou. Vladimir Poutine continue à nier et à nier la présence de troupes russes en Ukraine. Il continue d'affirmer qu'il n'y en a pas. Pourtant, de nombreux éléments semblent prouver l'inverse. Oui, on l'a entendu lors de cette conférence de presse hier, il a été très clair, les hommes déployés en Crimée ne sont pas des soldats russes, mais des groupes d'autodéfense non affiliés à son armée. Selon lui, ces milices ont été créées pour éviter que le nouveau pouvoir de Kiev n'impose ses lois aux autorités locales. Ces autorités, on le sait, elles sont pro-russes, elles souhaitent un référendum sur le statut de la Crimée, voire pour les plus remontés, une séparation de l'Ukraine territoriale. Mais la question qu'on peut se poser, c'est qui les arme, ces milices ? Comment se sont-ils retrouvés avec des mitrailleurs
mitraillettes dernier cri, des blindés, des hélicoptères et non pas avec des bâtons et des cocktails Molotov. Ça, eh bien, le chef du Kremlin ne le précise pas. Et puis, si depuis des jours, ces hommes qui sont mobilisés en Crimée ont refusé de s'identifier, eh bien, hier, un journaliste ukrainien a réussi à faire parler un de ces soldats qui a avoué être russe. À une question sur la raison de sa présence, il explique qu'ils sont là pour contrer les activités terroristes. La vidéo a beaucoup circulé sur le web et les réseaux sociaux ici avec des commentaires assez tranchants sur l'hypocrisie du chef du Kremlin, sa capacité à mentir quand ça l'arrange tout en gardant la tête froide. Moscou qui dénonce d'éventuelles sanctions économiques qui pourraient être prises à son encontre. Pourtant, la Russie elle-même joue cette carte et a décidé de mettre fin au rabais qu'elle avait consenti à l'Ukraine sur le prix du gaz qu'elle lui vend. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'ici, ce n'est pas du tout présenté comme des sanctions. On nous dit que l'Ukraine ne peut pas payer sa dette gazière qui s'élèverait à la fin du mois de mars à près de 2 milliards de dollars. Et dans ce contexte, eh bien, lui accorder en plus une ristourne importante, ce n'est pas possible. Alors du coup, Gazprom, le géant gazier russe, a annoncé hier que l'octroi du rabais qui avait été signé en décembre par le président Poutine et le président Viktor Yanukovych, le président déchu, donc, eh bien, ce rabais serait annulé tout simplement dès le mois prochain. Alors certes, l'Union européenne a quand même promis d'aider l'Ukraine à régler cette dette, mais ça reste un coup très dur pour Kiev qui a entamé hier de premières consultations avec Moscou, pour l'instant extrêmement timide. Il s'agit de voir jusqu'où les autorités russes vont aller pour sanctionner les nouvelles autorités ukrainiennes. La Russie va-t-elle tenir ses engagements, notamment sur l'octroi d'un prêt de 15 milliards de dollars. Ils veulent aussi revoir les accords douaniers puisque Moscou a annoncé dans la foulée, très vite après la chute de Yanukovych, que les taxes sur les produits importés d'Ukraine seraient nettement augmentées. Et donc, ça va être un dialogue extrêmement difficile sur ces sanctions. Justement, Dmitri Medvedev, le Premier ministre russe, avait dit que Moscou en avait marre de voir l'Ukraine comme un parent pauvre qui fait la manche. Poutine, hier, a dit qu'il ne reconnaissait pas ce nouveau pouvoir. Vont-ils réussir à se parler? C'est pas vraiment sûr. Merci Ksenia pour ces précisions en direct de Moscou. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'heure sur la situation en Ukraine, une situation qui évolue très rapidement et que vous pouvez suivre sur notre antenne bien sûr, mais aussi sur notre site internet www.france24.com et sur nos applications mobiles avec le direct minute par minute. Jouer le jeu de la concurrence et donc ouvrir différents secteurs de l'économie aujourd'hui détenus par l'État aux investissements privés. Direction l'Ukraine où la question économique est également à l'ordre du jour, notamment la possibilité de sanctions contre la Russie. Oui, tout en cherchant une issue diplomatique au conflit, les États-Unis envisagent des sanctions économiques. Parmi les pistes évoquées, le gel de certains actifs et des visas. D'autres sanctions pourraient être prises contre les banques russes. Cela se traduirait par l'interdiction de traiter avec elles sous peine d'amende. Cela avait notamment bien marché avec l'Iran. L'idée, c'est de couper la Russie du système financier mondial dont les États-Unis est le pays central. Mais pour le moment, on n'en est pas là car il faudra le soutien des Européens. Écoutez. Économiquement, je dirais que les options sont bien plus limitées parce que pour que les États-Unis puissent mettre en place des sanctions significatives, nous avons besoin de nos alliés et partenaires européens. Et tel que je le vois, nous n'avons pas de solide coalition d'alliés européens qui pourraient nous rejoindre dans nos sanctions. Voilà, côté russe, les mesures de rétorsion économique ont déjà commencé puisque Gazprom demande à l'Ukraine de payer ses factures de gaz. Son dirigeant a également annulé les ristournes qui avaient été accordées à l'ancien président ukrainien Viktor Yanukovych. Écoutez. Dès lors que l'Ukraine ne remplit pas ses obligations et ne respecte pas les accords précédemment conclus lors de la signature d'un avenant au contrat sur le rabais, Gazprom a pris la décision de ne pas renouveler ce rabais dès le mois prochain. La situation en Ukraine a bouleversé les marchés financiers. Le calme est revenu hier. Ça donne quoi ce matin ? Alors, le calme toujours. Hier, ça va beaucoup mieux. En Asie, les places sont toutes en hausse, sauf Shanghai, vous le voyez, plus 1,61. Le rebond est très important au Japon, plus 0,24 à Hong Kong et plus 0,91 à Séoul. C'était un petit peu la même tendance hier à Wall Street, après des séances plutôt mitigées en début de semaine, et puis un retour à la normale
internationale hier. Ça a été confirmé par une très belle séance hier, plus 1,41% pour le Dow Jones, 1,75% pour le Nasdaq et plus 1,53% pour le S&P. L'effort diplomatique se multiplie pour trouver une sortie de crise en Ukraine. Le secrétaire d'État américain est à Paris aujourd'hui. Il devrait notamment rencontrer son homologue russe. John Kerry et Sergueï Lavrov n'ont pas mâché leurs mots récemment. Selon Kerry, Moscou chercherait un prétexte pour envahir l'Ukraine. On fait le point avec Axel Simon. Le secrétaire d'État américain arrivé à Paris accompagné par son homologue ukrainien. L'Ukraine sera au cœur de l'agenda d'un déjeuner de travail initialement consacré au Liban. John Kerry y retrouvera le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, une première depuis le déploiement de troupes russes en Crimée dimanche. Une rencontre à l'initiative de l'Élysée. Avec l'Europe, dans ces circonstances, c'est d'exercer toute la pression nécessaire, y compris le recours éventuel à des sanctions pour imposer la voie du dialogue et rechercher une issue politique à la crise. Une crise encore minimisée par le Kremlin. Mardi, Vladimir Poutine est sorti de son silence pour nier le déploiement de soldats russes en Crimée, affirmant qu'il s'agissait en réalité de forces locales d'autodéfense. Washington a durci le ton. Après avoir suspendu les liens militaires avec Moscou, le président américain a brandi la menace de mesures diplomatiques et économiques. En déplacement dans une école de Washington, le président Obama n'a pas mâché ses mots envers son homologue russe. Il y a de fortes convictions qui font penser que la Russie viole le droit international. Le président Poutine semble avoir un groupe d'avocats qui en font une interprétation différente, mais il ne trompe personne. Le ton est ferme, mais les Occidentaux cherchent toujours une sortie de crise pacifique. L'Allemagne pourrait jouer un rôle pivot en s'appuyant sur ses liens diplomatiques et économiques étroits avec Moscou. L'ambition des Occidentaux portée par Angela Merkel est triple, organiser la désescalade militaire par le retour des soldats dans leur base en Crimée, le déploiement d'observateurs internationaux et la reprise du dialogue entre Moscou et Kiev. Un dialogue aujourd'hui au point mort, la légitimité du nouveau pouvoir à Kiev est toujours rejetée par le Kremlin. Sur ce point, la tenue d'élections prévues en mai pourrait être. À présent, de nombreuses questions économiques ne sont toujours pas résolues, Georges, notamment la possibilité de sanctions contre la Russie. Oui, tout en cherchant une issue diplomatique. Les États-Unis y travaillent. Parmi les pistes évoquées, il y a le gel des actifs ou des visas. D'autres sanctions pourraient être prises contre les banques russes. Cela se traduirait par l'interdiction de traiter avec elles sous peine d'amendes importantes. Cela avait bien fonctionné avec l'Iran. L'idée, c'est de couper la Russie d'une partie du système financier dont les États-Unis est le pays central. Mais pour le moment, on en est par là puisque les Européens sont divisés et leur soutien est indispensable. Écoutez. Économiquement, je dirais que les options sont bien plus limitées parce que pour que les États-Unis puissent mettre en place des sanctions significatives, nous avons besoin de nos alliés et partenaires européens. Et tel que je le vois, nous n'avons pas de solide coalition d'alliés européens qui pourraient nous rejoindre dans nos sanctions. Voilà, côté russe, les mesures de rétorsion économique ont commencé. Gazprom demande à l'Ukraine de payer ses factures de gaz. Le prix du gaz devrait également augmenter de près de 30% puisque les ristournes accordées à l'ancien président Viktor Yanukovych ont été annulées. Écoutez. Dès lors que l'Ukraine ne remplit pas ses obligations et ne respecte pas les accords précédemment conclus lors de la signature d'un avenant au contrat sur le rabais, Gazprom a pris la décision de ne pas renouveler ce rabais dès le mois prochain. Alors, la situation en Ukraine avait bousculé les marchés financiers en début de semaine. On se souvient de la bourse de Moscou qui avait perdu 11% lundi. Le calme est revenu hier. Qu'est-ce que ça donne ce matin? Les choses rentrent dans l'ordre, c'est confirmé, puisque la plupart des indices sont dans le vert. Vous le voyez en Asie, plus 1,20% à Tokyo, le Nikkei, plus 0,16% à Hong Kong et plus 0,96% à Séoul. La même tendance hier à Wall Street. Les principaux indices ont terminé dans le vert. Une très belle séance même. Dans le sillage des bourses moscovites et européennes, la place new-yorkaise est parvenue à oublier les craintes d'escalade des tensions entre l'Ukraine et la Russie.